Jean-Pierre Raffarin, réélu sénateur de la Vienne, candidat à la présidence du Sénat, est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour, Monsieur Bourdin. Le Sénat à droite, c'est une défaite personnelle pour François Hollande? Je crois qu'il commence à collectionner en effet les défaites. Je pense qu'il est clair que ça grogne très très fort dans le pays. Et là, c'est une grogne des territoires, de cette France de la diversité, milieu urbain, milieu rural. Donc les gens sont déçus, ils ne voient pas où va la politique. Et puis, ils sont très inquiets sur le désordre qui est annoncé en ce qui concerne les territoires. Ils ne connaissent pas leur future région, ils ne savent pas quels seront les cantons de prochaines élections. Donc il y a vraiment une inquiétude face à un grand désordre. Oui, rejet aussi des partis dominants avec l'élection de 2 sénateurs du Front National, avec des grands électeurs, maires ou conseillers municipaux qui, dans le Gard, dans le Var, dans les Bouches-du-Rhône, ont voté pour les candidats du Front National. Oui, mais vous savez, c'est assez mécanique. Quand vous voyez qu'un arrondissement de Marseille a été confié aux dernières municipales, au Front National, par le maintien du socialiste, qui a fait en sorte que le Front National soit élu. Résultat des courses mécaniques, ça fait un sénateur. Car un arrondissement de Marseille, ça pèse grosso modo un sénateur. Donc il y a une mécanique des municipales qui se retrouve au sénatorial. Et il y a aussi beaucoup de petits élus locaux qui ont voté pour le Front National. Je regardais le nombre de voix. Assez peu. Regardez, c'est vrai que vous les voyez dans le Var. Vous les dans voyez le Var, par exemple. Dans le Gard, 10% pour le Front National. Bien sûr, mais franchement, quand vous regardez l'ensemble du pays, vous verrez qu'au sénatorial, le Front National ne fait pas un score. Il faut quelques dizaines de voix dans des territoires comme le mien, dans l'Ouest. Donc il y a un phénomène qui est un phénomène mécanique. Là où il y a eu des victoires au municipal pour le Front National, il y a succès sénatorial. Mais au total, ça reste marginal. Bien, Jean-Pierre Raffarin, Jean-Noël Guérini par exemple, qui est réélu sénateur, plusieurs fois mis en examen, ça vous choque ou pas? Moi, je trouve ça troublant. Je trouve ça troublant, en effet, même si il n'est pas à ce jour que je sache condamné. Et donc, il faut respecter les procédures judiciaires. Donc, il n'est pas condamné. Et donc, de ce point de vue-là, il est présumé innocent. Mais il est clair qu'on le voit, c'est pas la première fois qu'on voit des gens qui ont été condamnés, qui sont élus, parce que quelquefois, les électeurs préfèrent quelqu'un qui est au cercle. À qui pensez-vous? Quelqu'un qui a été condamné et qui pourrait être élu? À qui pensez-vous, Jean-Pierre Raffarin? Peu importe, je vous... Oui, comment peu importe? Parce que Alain Juppé, vous pensez à Alain Juppé? Non, je vous parle, je ne suis pas un magistrat, je ne suis pas un juge. Je vous parle de principes généraux. Quelquefois, les gens trouvent que quelqu'un est efficace, que quelqu'un est actif. Vous pensez à Alain Juppé? Non, je ne pense pas à Alain Juppé. Alain Juppé est quelqu'un d'exemplaire à bien des égards, et donc il n'est pas du tout dans mes pensées. J'ai beaucoup d'admiration pour lui, et je trouve qu'il a payé, pas forcément pour des fautes qu'il avait commises. Donc je n'ai rien à reprocher à Alain Juppé. Mais je vois que quelquefois, on préfère l'efficacité à l'éthique, quelquefois électoralement. Et donc on peut le regretter. Moi je suis pour que les élus soient exemplaires. Alors justement, vous êtes pour que, si vous êtes président du Sénat, qu'est-ce que vous ferez pour que les élus soient exemplaires? Alors, voilà. Donc ça, c'est le vrai sujet. D'abord, j'ai été quand même frappé par une remise en cause très forte du Sénat dans cette campagne. Et campagne de dénigrement, mais remise en cause. Donc je pense qu'il faut vraiment que le Sénat ait conscience que son avenir est aujourd'hui en jeu. Que le Sénat est menacé de mort, de disparition s'il n'est pas capable de réaffirmer son efficacité. Victor Hugo déjà disait quand il était sénateur, montrez que vous êtes nécessaire. Et donc il faut qu'on montre la nécessité du Sénat. Le Sénat, il est nécessaire parce que c'est là où on équilibre les pouvoirs. C'est un contre-pouvoir. Mais c'est un contre-pouvoir vis-à-vis de tous les présidents. Mais pardon, je vous coupe, Jean-Pierre Raffarin. J'écoutais le sénateur Charon, sénateur UMP, dire maintenant on va pouvoir freiner toutes les réformes. C'est ça le contre-pouvoir, c'est freiner toutes les réformes, c'est empêcher qu'elles soient bonnes ou mauvaises. C'est cela? Monsieur Bourdin, vous vous emballez avec l'énergie. Je sens votre cœur vibrer. Je vais vous dire une chose. Oui, allez-y. Il y a des bonnes réformes qu'il faut pousser. Oui, il y a une réforme de l'éducation. Oui, il y a un plan PME. Oui, il y a des réformes qu'il faut pousser. Mais franchement, il y a un certain nombre de réformes aujourd'hui qui écartent la France de l'essentiel. Est-ce que c'est le moment de discuter de la GPA? Est-ce que c'est le moment d'avoir un certain nombre de réformes de société quand on voit qu'on est en train de déchirer notre tissu économique? Aucun texte de loi sur la GPA? Il y a des projets. Et donc, quel texte de loi sur la GPA? Il y a des projets. Le gouvernement a annoncé un certain nombre de projets. Moi, je vais vous dire, ce qui est très important, c'est que le Sénat soit un contre-pouvoir. Le Sénat, il n'est pas lié
au quinquennat, contrairement à l'Assemblée nationale. Puisque nous sommes élus pour 6 ans, renouvelables tous les 3 ans. Nous ne sommes pas liés à l'élection présidentielle. Et quel que soit le président, il faut savoir lui résister. Que ce soit un ami politique ou que ce soit un adversaire. Il faut faire des choses positives. Moi, aujourd'hui, je dis que je veux résister à la réforme du territoire. Parce qu'on est en train d'improviser une réforme. Je suis pour une réforme du territoire. Mais je trouve qu'il faut respecter les territoires. Et quand on fait, comme ça, sur un coin de table, des grandes régions, sans qu'on ait vraiment une discussion de fond sur l'identité, sur la culture des territoires, on blesse les territoires. 13 grandes régions, vous dites non. Je dis, telles qu'elles sont dessinées aujourd'hui, je crois qu'il faut reprendre cette carte. Mais je vais vous dire, sur un certain nombre de sujets, je crois qu'il faut travailler avec le gouvernement. Mais on ne fera une réforme. L'éducation, par exemple. L'éducation. Je pense que socialistes et UMP aujourd'hui devraient être capables de travailler ensemble. Où est le lieu où on peut travailler ensemble? Nous ne sommes pas liés à l'élection présidentielle, nous ne sommes pas liés aux élections législatives. Qu'est-ce qui nous empêche, avec les socialistes, de préparer une réforme de l'éducation? C'est quelque chose de très important. Et on voit bien qu'on ne fera pas cette réforme rapidement sur un coin de table. On ne l'improvisera pas. Il va falloir travailler et qu'on puisse dépasser les clivages. Le Sénat, c'est un contre-pouvoir. Il doit être à la fois un lieu de résistance, capable de dire non au pouvoir, y compris à nos propres amis. Vous savez, quand Nicolas Sarkozy était président de la République, j'ai déjà eu un certain nombre de fois l'occasion de dire non, moi, quand j'étais sénateur. Mais je n'étais pas président du Sénat, mais j'étais capable de dire non et de ne pas voter certains textes. Eh bien, ça doit être comme ça, que le président soit de droite, qu'il soit de gauche. Le Sénat est un esprit indépendant, c'est un esprit fort qui doit être un contre-pouvoir. Mais c'est aussi un laboratoire pour inventer les réformes d'avenir. Et ces réformes, comment il faut les faire en France? Avec la droite et la gauche. Ça suffit de toujours avoir ce clivage qui fait que... le clivage est en cours. Nous sommes déjà en campagne électorale à 2 ans et demi d'une présidentielle. Vous le savez bien, Jean-Pierre Raffarin. Oui, à l'Assemblée nationale. Vous le déplorez? Oui, à l'Assemblée nationale. C'est le rôle de l'Assemblée nationale. Non, mais je ne parle pas de l'Assemblée nationale. Au Sénat. Je parle des présidentielles de 2017 qui sont déjà en route. Très franchement. Je vais vous dire. J'ai immensément de respect pour vous, pour la façon dont vous faites votre métier et pour cette radio. Mais très franchement, quand j'étais sur le terrain visitant les 281 communes de la Vienne, et quand j'entendais partout le retour de Sarkozy, Sarkozy revient, Sarkozy est là, personne ne me parlait de Sarkozy sur le terrain. Qui l'a mis en scène? Mais non, je veux dire qu'il y a... Qui l'a mis en scène, ce retour? Mais le retour, c'est Nicolas Sarkozy lui-même. Mais peut-être, mais ce que je veux dire, c'est que Paris est mobilisé sur les élections présidentielles et les Français aujourd'hui ils sont sur un autre sujet et le sujet c'est l'emploi. Qu'est-ce qu'on fait pour cette économie de proximité? L'agriculture, ça va mal. Les céréales, le lait, ça va mal. L'artisanat, le bâtiment, ça va mal. Les PME, les fonds propres, les charges, ça va mal. C'est ça l'économie de proximité. C'est là où on attend le gouvernement. Monsieur le Président de la République, s'il nous écoute, il nous a annoncé le 14 janvier une grande réforme de l'entreprise, une politique de l'offre. Et aujourd'hui, on ne voit toujours rien venir. Il faut pour cette économie de la proximité. Je ne parle pas des très grands groupes. Alors vous seriez capable de voter le prochain budget qui prévoit des aides aux entreprises? Mais j'ai déjà voté des textes socialistes. Alors vous le voterez? Vous le voterez? Pas le budget, notamment que le budget qui coupe l'investissement public. Et alors que les collectivités locales, par exemple, font 70% d'investissement public. Donc vous ne le voterez pas, vous voterez contre? Je peux voter des réformes. J'ai voté la réforme des métropoles. La suppression du département dans la ville de Lyon, je l'ai voté. Le conseil général dans la ville de Lyon, ça a été proposé. Je crois que dans les milieux très urbains, il n'est pas nécessaire d'avoir et une ville et un département. Personne ne sait ce qu'est le canton dans la ville, dans la très grande ville. Donc je suis capable de voter des réformes de la gauche. Donc on supprime les départements à Paris, par exemple, ou dans le Grand Paris. Mais je pense qu'en milieu urbain, la question se pose de manière en effet très différente. Favorable à la suppression des départements. Voilà. Et de ce point de vue-là, monsieur en Ile-de-France. Monsieur Valls a fait des propositions dans son discours de politique générale qui sont tout à fait acceptables. Donc moi je suis de ceux qui veulent qu'on soit un contre-pouvoir. Et quand on n'est pas d'accord, on dit non. Mais quand on est d'accord, on dit oui. Nous ne sommes pas liés. Le Sénat n'est pas lié à l'élection présidentielle. Le Sénat, il est là pour mettre de la sagesse et de la fermeté dans le débat. Et c'est un partenaire qui peut être sévère, mais qui peut être aussi coopératif. Vous n'êtes pas lié à l'élection présidentielle. Pourtant, vous avez apporté votre soutien à Nicolas Sarkozy. Quelques jours avant la présidence du Sénat, l'élection à la présidence du Sénat, quand même, Jean-Pierre Raffarin. Pas par hasard, non? Vous êtes le candidat de Nicolas Sarkozy à la présidence ou pas? Je ne crois pas que l'élection à la présidence du Sénat se fasse dans les partis politiques. Donc, hier, j'ai eu au téléphone Alain Juppé, François Fillon et Nicolas Sarkozy. Ce ne sont pas les leaders politiques extérieurs au Sénat qui font les élections du Sénat. Donc, on veut nous faire de cette élection du Sénat une élection qui est liée
aux échéances présidentielles, alors que moi je vous dis qu'elles ne sont pas liées. Donc d'ailleurs, moi je ferai comme Alain Juppé et François Fillon, je respecterai la neutralité. Je suis co-président de l'UMP et nous avons décidé d'avoir une position de neutralité dans cette élection de l'UMP. Ce que j'ai dit, et je le pense, c'est que Nicolas Sarkozy a fait un diagnostic juste. C'est-à-dire que le pays est aujourd'hui désespéré. Pourquoi? Parce que la gauche se montre incapable et que la droite ne provoque pas l'espoir. Et donc le pays se trouve sans perspective, se trouve dans une impasse. Et donc il faut recrédibiliser l'alternance. L'alternance aujourd'hui n'est pas crédible, elle ne porte pas l'espoir. Comment recrédibiliser l'alternance? En refondant la droite et le centre. Ce diagnostic est bon. Je vais revenir à Nicolas Sarkozy, mais est-ce qu'il faut diminuer le nombre de sénateurs? 348, oui ou non? C'est pas un sujet qui me heurte. Il faut regarder pourquoi ça. Pas Vous dites pourquoi pas? Pourquoi pas avec l'Assemblée nationale? Je ne suis pas contre ça. Ce que je crois, c'est qu'il faut... On diminue le nombre de députés et on diminue le nombre de sénateurs. Moi, je ne suis pas opposé à ce qu'il y ait une réforme. Ce que je souhaite, c'est que le Sénat engage cette auto-réforme. Moi, je suis candidat à la présidence du Sénat pour dire au Sénat, nous avons 3 ans pour faire de notre institution une institution indispensable. Pour cela, il faut une auto-réforme, il faut de la résistance et il faut préparer l'alternance. Voilà les 3 chapitres de mon projet. Faire une auto-réforme, c'est-à-dire que nous-mêmes, nous mettions 100% d'égalité, 100% de transparence, fin de privilèges, s'il y a des privilèges, faire en sorte qu'on soit aligné le plus possible sur l'Assemblée nationale, une vraie auto-réforme. Alors les privilèges, il y a vaste débat autour des sénateurs, ce qu'ils touchent, la retraite, quand on regarde de près, il n'y a peut-être pas grand scandale. En revanche, le cumul des mandats. Le cumul des mandats. Il y a une loi qui a été votée. Est-ce que vous êtes favorable à l'abrogation de cette loi? Est-ce qu'il faut revenir sur cette loi? Franchement. Moi, pour le moment, je ne cumule pas. J'ai qu'un seul mandat. Vous non, mais je vous le dis, parce que je connais bien le terrain. J'ai été président de région et ministre en même temps, donc j'ai cumulé dans le passé. Monsieur Guérini, président du Conseil général, sénateur, par exemple. Je crois qu'on ne peut pas sérieusement... Monsieur Collomb, maire de Lyon, Monsieur Gaudin, maire de Marseille et sénateur. Je ne crois qu'à terme, là, on ne peut pas cumuler une fonction exécutive et un mandat de parlementaire. En revanche, qu'un parlementaire soit membre d'un conseil municipal, qu'un parlementaire ou qu'un ministre soit membre d'un conseil municipal, ça ne ferait pas de mal. Donc on ne peut pas être maire d'une grande ville et sénateur ou député. Je crois que l'exécutif ne peut pas être compatible avec un mandat de parlementaire. Mais en revanche, je crois qu'il est tout à fait utile d'avoir des racines quelque part. Et franchement, il y a un certain nombre de ministres, quand je les vois tellement loin des réalités, je me dis, si seulement une fois par mois ils étaient à l'intérieur d'un conseil municipal, ils diraient moins de bêtises. Jean-Pierre Raffarin, la sénatrice centriste Nathalie Goulet, qui est aussi candidate à l'élection de la présidence du Sénat, a rendu public son patrimoine. C'est la première parlementaire à le faire. Vous savez que vous le savez mieux que moi, la haute autorité vous demande l'état de votre patrimoine, mais vous n'êtes pas obligé de rendre public ce patrimoine. Elle rend public son patrimoine. Vous le feriez? Eh bien, écoutez, on le fait déjà maintenant, puisqu'il peut être consulté dans les préfectures. La haute autorité a demandé une déclaration aux parlementaires. Donc nous avons tous fait notre déclaration de patrimoine et elle est consultable. Elle est consultable, donc les parlementaires peuvent très bien rendre public leur patrimoine puisqu'ils l'ont communiqué à la haute autorité et que cette communication est aujourd'hui consultable. Vous avez vu qu'on a fait des déclarations sur les conflits d'intérêts. Moi, je pense que sur ce sujet-là, il faut qu'en matière de transparence, on aille vraiment sur une harmonisation des procédures entre l'Assemblée nationale et le Sénat, et que de ce point de vue-là, il ne doit pas y avoir de difficultés. Le Sénat doit gagner à nouveau sa respectabilité. Je crois que les sénateurs sont des gens honnêtes, je crois que les sénateurs sont des gens qui bossent, ce sont des gens enracinés, et donc il est clair que ces gens-là, il faut leur donner cette respectabilité, et pour cela, le Sénat doit être exemplaire, plus crédible dans son travail et plus respectable encore par ses attitudes générales. Alors Jean-Pierre Raffarin, tiens, dernière information, 3 personnes, dont l'ex-dirigeant de l'entreprise Big Malion, Bastien Millon, s'était placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur l'affaire Big Malion. Cette affaire, elle vous inspire quoi ?
Bon, que la justice fait son travail et que j'espère qu'on saura le plus vite possible ce qui s'est passé. Et donc il y a fausse facture. Pourquoi pour qui qu'est-ce qu'il y a derrière cette affaire? Et voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quand même des sommes qui sont très importantes. Ça nous a tous 18 millions d'euros, ça nous a tous bouleversés. Ça nous a conduit à chambouler notre organisation à l'UMP. Ça nous a conduit à ce que nous prenions avec Alain Juppé et François Fillon les rênes de manière à ce qu'on assure de la sérénité et qu'on redonne la parole aux militants. Donc sur ce sujet, je crois que toute l'UMP souhaite la vérité et souhaite que la justice travaille vite et comme elle le fait actuellement, sereinement. Alors, selon Le Parisien et Mediapart, des millions donnés par le Sénat à l'UMP pour financer les travaux parlementaires n'auraient pas été utilisés à bon escient. Plus de 200 000 euros auraient terminé sur les comptes personnels de sénateurs UMP. C'est vrai ou faux, ça? Je pense que c'est faux. En tout cas, on va voir, puisqu'il y a une enquête. Oui, il y a une enquête, en tout cas, les autorités du groupe ont démenti formellement, fermement. Donc il paraît que vous êtes parti au Canada pour 2000 euros, enfin, que on vous aurait financé votre voyage au Canada. Je ne sais pas, moi, sur... je vais vous dire. Alors dites-moi tout. Moi, il a suffi que je sois candidat à l'élection pour que ça sorte au Sénat, pour que tout ça. Mais c'est une note de frais de 2000 euros pour 2 missions au Canada, de campagne électorale pour les Français de l'étranger. J'ai même raconté, Monsieur Bourdin, dans mon blog, au moment de ces heures, les meetings UMP que je faisais là-bas. J'ai montré ce que j'avais fait, les personnalités et les parlementaires que j'avais rencontrés au Canada. Donc tout ceci a été très clairement transparent et c'est une note de frais de 2000 euros. Jean-Claude Gaudin aurait encaissé 24 000 euros en 6 chèques. Alors moi je vous parle de mon cas. De votre cas, oui. Mon cas, c'est une note de frais de 2000 euros pour 2 missions au Canada. Alors franchement, qu'on vienne me chercher des poules là-dessus, ça me fait sourire. Donc de toute façon, j'ai mon dossier clair, il n'y a aucun problème. Pour le reste, eh bien ma foi, Jean-Claude Gaudin, président du groupe, a démenti formellement et fermement ces allégations. Maintenant, il y a enquête, que l'enquête dise ce qu'il en est. L'enquête dise ce qu'il en est. La présidence de l'UMP, est-ce que vous êtes favorable à la disparition de l'UMP, franchement? Du mouvement lui-même, UMP, du sigle et du mouvement, pour la création d'un autre mouvement. Je pense qu'il faut refonder la droite et le centre. Oui, donc on supprime l'UMP. On ne le supprime pas et on le transforme. On la transforme. Je pense qu'il faut... On abandonne le sigle UMP. Je pense qu'il faut retrouver une relation avec le centre. On abandonne le sigle UMP. Je n'y suis pas opposé. Ce qui est très important, c'est qu'on construise une alliance avec le centre. On l'a montré au Sénat. Comment est-ce qu'on peut avoir une majorité au Sénat quand il y a une alliance entre la droite et le centre? C'est parce que les sénateurs centristes font un peu plus de 40 sièges, que nous on en fait un peu plus de 145, que nous avons une majorité au Sénat. Donc il est clair que ce qu'il faut construire, c'est une alliance droite et centre. Pour cela, il faut refonder la droite et le centre, et donc une nouvelle organisation me paraîtrait... C'est ce que propose Bruno Le Maire, candidat à la présidence de l'UMP. Bruno Le Maire dit qu'il faut même une charte pour élargir les primaires aux centristes. Une charte qui vaudrait à la fois pour la présidence de l'UMP et à la fois pour la présidence de la République, pour la candidature à 2017. Vous êtes d'accord? De ce point de vue-là, Bruno Le Maire a raison. La primaire n'a pas d'intérêt si elle ne s'ouvre pas aux centristes. Parce que pourquoi il faut une primaire? Pour avoir un seul candidat. Si nous avons un candidat UMP et un candidat centriste, quel est le risque? C'est Marine Le Pen au second tour. Toute cette situation, elle est posée pourquoi? Elle est posée par l'effondrement du PS. Aujourd'hui, la question fondamentale, c'est que le PS n'est sans doute pas au second tour. Vous avez vu, aux législatives, le PS n'est plus là, au second tour, dans plusieurs cas. Et donc, si c'est Marine Le Pen et pas le PS au second tour, nous, il nous faut qu'un seul candidat. Donc, il faut choisir entre la droite et le centre, celui qui sera candidat. Donc, la primaire doit être élargie à la droite et au centre. Avec une charte qui permettrait... Avec une charte qui permettrait des règles, et même, je pense qu'il faut une organisation, en effet, une organisation partagée. Il faudrait, mais c'est à eux de le dire, mais nous en discuterons sereinement, il faut que le centre, l'UDI, peut-être le MoDem, l'UMP, tous ceux qui veulent participer... Moi, je suis pour qu'on aille très large, à partir du moment où quelqu'un comme François Bayrou s'engage... Et même un déçu de François Hollande pourrait participer. Mais même un déçu de François Hollande, il faut faire en sorte que tout ce qu'est la droite et le centre, de manière très large, organise ces primaires de manière partagée, qu'elles soient indiscutables et qu'elles désignent un candidat qui nous mettra nécessairement devant Madame Le Pen. C'est pas ce que dit François Baron, hein, vous avez vu. Il dit que l'élection à la tête du parti vaut primaire. François Barouin est un gaulliste. Nouveau sénateur.
Et c'est vrai que les primaires, c'est pas très gaulliste. Et donc, François Baroin, il ne faut pas s'étonner qu'un gaulliste soit contre les primaires, parce que l'histoire du gaullisme, c'est un homme face au pays. Et donc là, c'est une organisation partisane pour dégager un candidat. Moi, ce que je dis simplement, c'est que je ne peux pas dire autrement. Je suis coprésident de l'UMP. C'est dans nos statuts. Donc je suis pour le respect des statuts. Et donc, dans nos statuts, il y a des primaires. Puisque vous êtes il faut qu'elles soient élargies. Coprésident de l'UMP, êtes-vous favorable à l'organisation d'un débat entre les trois concurrents à la présidence de l'UMP? Un débat public? Je ne suis pas forcément favorable à ce qu'il y ait un spectacle qui soit donné en permanence. Un débat. Ça peut être constructif. Oui, mais je voudrais qu'il y ait et non pas destructif. Mais oui, mais ça dépend beaucoup du débat, parce qu'il faut qu'il parle aux électeurs de l'UMP. Je vois bien, si c'est un débat qui s'adresse à d'autres qu'aux électeurs de l'UMP, je vois bien qu'on va en faire une clé politique, encore une clé pour la présidentielle. Je vois bien le débat. Pourquoi ne pas échanger publiquement ces idées? Moi, je pense qu'on peut très bien avoir des débats à l'intérieur de l'UMP. Ce que je veux dire simplement, c'est que je ne voudrais pas qu'on anticipe l'élection présidentielle. Nous sommes dans un quinquennat. Avec ces affaires de primaire, il y a plus Nicolas Sarkozy n'anticipe pas l'élection présidentielle? Peut-être. Nicolas Sarkozy n'a peut-être pas raison en tout point, M. Bourdin. Mais lui, pas plus que les autres. Ce que je veux dire, c'est que nous avons mis un quinquennat, que ça fait à peine 2 ans et demi que le président de la République est élu et qu'on est déjà dans la prochaine présidentielle. Oui, ça va trop vite, on n'a pas le temps de s'occuper. Le pays aujourd'hui, il va entendre parler d'emploi, de PME, d'artisanat, de développement économique et social. Il ne veut pas entendre parler d'élection présidentielle. Si on fait un grand débat, si on fait un grand show sur on focalise le débat sur ce qui est ailleurs de l'essentiel. Voyez-vous, je pense que c'est ça que le Sénat devrait faire. Dire régulièrement, voilà l'essentiel. Vous parlez de l'essentiel, bravo. Vous êtes en train de faire de la dispersion, de la diversion, et là vous faites une faute. Restons sur l'essentiel. L'essentiel, c'est le développement du pays, la cohésion sociale, la cohésion territoriale. Attention, je vous le dis, monsieur Bourdin, je rentre de mon élection de la Vienne, la grogne est pas loin de devenir de la colère. Il faut faire très attention aujourd'hui au pays et surtout lui parler de ce dont il attend. Il attend quoi? Il attend une politique économique aujourd'hui. Merci Jean-Pierre Raffarin, 8h57.